Et bonjour à tous. Donc corrigé du TP1 de réseau de neurones que j'ai sur ma gauche. Donc j'ai le sujet sous les yeux, hein. Je pars du principe que vous aussi vous l'avez. Voilà, donc l'objet c'est une petite vidéo de correction. Je vais aller relativement vite sur les questions de cours. L'idée c'est de répondre dans l'ordre aux questions que vous aviez à aborder. Donc je passe la partie introduction et je m'oriente tout de suite sur la partie 1.1 mise en place du dictionnaire. Donc on va s'intéresser dans la première partie et logique, à l'entraînement d'un réseau de neurones, enfin d'un neurone pour modéliser le et logique. Et donc c'est parti, commençons par considérer le cas du et logique, figure 1.1, après avoir lancé Spider, donc vous l'avez sous les yeux, hein. Créer un script tp1.py, je l'ai fait pour gagner un petit peu de temps, et importer les librairies suivantes, donc on me demande d'importer NumPy, c'est parti, on va l'importer ASMP, et puis d'importer Matplotlib. Voilà, donc ça c'est quelque chose de relativement standard, pas de problème. Utiliser la fonction array de NumPy pour créer une matrice D, définissant les différents couples entrées-sorties de la table de vérité. Donc là, on est en train de créer le dictionnaire. Euh, et donc, on va utiliser la fonction array, qui prend en paramètre ma matrice, hein, ligne par ligne de mon dictionnaire. Donc là, c'est un peu rébarbatif. Je vais me faire ça proprement, c'est-à-dire que je vais créer la première ligne de mon dictionnaire, et puis je vais copier-coller ça 8 fois. Ah, j'aurais bien aimé. Bon, je ferai la mise en forme après. 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, il me reste à compléter ma table de vérité pour que ça ressemble à quelque chose de pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. On va mettre un 1 ici. Donc là, c'est la deuxième ligne de ma table de vérité. Là, c'est ma troisième ligne. Ma quatrième ligne, c'est 1, 1. Ma cinquième ligne. Ma sixième ligne. Ah, c'est un peu galère. L'avantage, c'est que c'est un et logique, donc je sais que la quatrième colonne est toujours égale à 0 sauf la toute fin. Et il me suffit de remplir les 8 valeurs possibles. Ok. Et donc là, je vais tout réécrire, c'est pas compliqué, c'est que D1. J'enlève la dernière virgule, et puis normalement, si j'exécute ce bout de code là, ok, tout va bien. D'accord, j'ai bien ma matrice, regardez, qui ressemble à ce que je veux, c'est bien ma table de vérité, qui coïncide avec celle que j'ai au tableau, je vérifie juste dans mon énoncé. Ouais, oui, j'ai fait une bêtise, à la sixième c'est pas bon, donc je corrige. Et là, normalement, c'est tout bon. Ok. Sur une même figure, tracer l'ensemble des entrées ABC de la table de vérité, de telle sorte que ceux générant une sortie 0 apparaissent en rouge, tandis que ceux générant une sortie 1 apparaissent en vert. Donc pour ça, on va créer un vecteur color. Donc là, vous aviez le petit bout de code juste en dessous, hein, je vais le réécrire après, mais je vais commencer par créer mon vecteur colors. Je vais utiliser la magie de Python, c'est-à-dire que je vais créer un vecteur conditionnel en lui disant que si ma sortie est égale à 0, je veux que ce soit red, sinon je veux que ce soit green. Et puis bah, pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça pour toutes mes valeurs à l'intérieur de la dernière colonne de ma matrice D. D'accord? Donc en fait, cette ligne-là, elle va parcourir la dernière colonne de ma matrice, donc la colonne d'indice 3. D'accord? Le deux points, c'est pour dire que je vais parcourir tous les champs de cette dernière colonne. Chaque champ, je vais l'appeler O, et puis si ce champ vaut 0, je vais créer une valeur rouge. Si le champ vaut 1, je vais créer une valeur verte. Si j'exécute ce bout de code, vous voyez que mon vecteur colors, il contient red pour tous les champs, sauf pour le dernier qui s'appelle vert. Et maintenant que j'en suis là, je vais recopier le petit bout de code que je vous ai donné. Hop, voilà. Alors là, c'est bête et méchant, hein. Je recopie ce que je vous ai donné. Donc en substance, qu'est-ce que font ces lignes? Elles préparent une figure, d'accord,
avec le add subplot, et puis elle crée trois vecteurs qui s'appellent row x, row y et row z, donc ça c'est juste pour que la ligne elle soit plus lisible, la dernière ligne soit plus lisible. Et elle dessine pour chacun des points de ces trois vecteurs un rond rouge si c'est un 0 et un rond vert si c'est un 1. Donc là normalement si j'exécute ce petit bout de code, je devrais me retrouver. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout réexécuter. Voilà. Ma figure, elle est externalisée, elle est ici. Je suis très content. Pourquoi? Parce que j'ai mes ronds rouges pour ma table de vérité qui correspond aux sorties 0. Donc j'ai bien eu 8 points, hein, 8 points qui correspondent aux 8 lignes de mon dictionnaire, d'accord? Et le point de coordonnées 1, 1, 1, c'est-à-dire le point qui est ici, c'est-à-dire la dernière ligne de mon dictionnaire, apparaît bien sous la forme d'un rond vert, ce qui est exactement ce que je veux. Ok, alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est pour répondre aux questions théoriques qui sont juste après. Par observation de la figure tracée, justifier que pour modéliser un et à 3 entités, un seul neurone est nécessaire. Donc je vous rappelle le cours. Pour qu'un seul neurone soit nécessaire et suffisant, il y a deux conditions à respecter. La première, c'est que le problème soit une classification binaire. D'accord? Donc binaire, ça veut dire que je n'ai que deux classes. Or là, c'est clairement visible, puisque je n'ai que des points rouges ou des points verts. Je n'ai donc bien que deux classes. D'accord? La classe rouge et la classe verte. S'il y avait eu des points bleus, par exemple, on rentrait dans un problème qui avait plus que deux classes, donc il n'était pas binaire, et un neurone n'était pas suffisant. Ok? Et puis la deuxième condition pour qu'un neurone soit suffisant, c'est que le problème soit linéaire, c'est-à-dire qu'il soit possible de tracer une séparation sous la forme d'une droite ou d'un plan en fonction de la dimension, qui vont séparer mes deux classes. D'accord? Donc je vais essayer, alors ça va être compliqué à la souris, mais si vous regardez bien, là où passe ma souris, ça, c'est un espace totalement indépendant, de sorte que d'un côté de ma souris il est rouge et de l'autre côté il est vert. D'accord? Et je peux tout à fait tracer un plan qui va séparer mes rouges et mes verts. Mon problème est donc linéaire. Conclusion, un neurone est suffisant. Combien de paramètres seront alors à régler? Vous les listerez explicitement. Et bien écoutez, on a un problème où on est en train de modéliser un et logique à 3 entrées. Donc là, c'est l'heure de faire un tout petit peu de dessin. Je vais ouvrir mon tableau blanc que j'avais préparé en amont. Donc je vous rappelle, un neurone, c'est rien d'autre qu'une somme, d'accord, qui va rentrer dans une fonction d'activation pour calculer ma sortie. D'accord? Donc la sortie de mon neurone, c'est la somme pondérée de ce qui rentre dedans. Et qu'est-ce qui rentre dedans? Eh bien, les trois entrées de ma table de vérité, c'est-à-dire A, B et C. Autrement dit, si je résume, ceci en rouge est une IA, ceci en rouge est un neurone. D'accord? Alors c'est pas facile, je tape sur la table graphique. Ceci, c'est un neurone qui prend en entrée trois entrées A, B et C, et qui donne en sortie la sortie de ma table de vérité, c'est-à-dire A et B et C. Ok. Combien de paramètres sont à régler? Ben, je vous rappelle, c'est pas très compliqué. Je vais avoir un premier paramètre associé à l'entrée 1, que je vais appeler WA, un deuxième paramètre à la deuxième entrée, un troisième paramètre à la troisième entrée, et puis mon dernier paramètre, il est ici, hein, c'est mon biais. D'accord? La moralité, c'est que j'ai 4 paramètres à régler, mes 4 paramètres étant les 4 éléments bleus de mon petit schéma. Voilà pour la réponse. J'en arrive à la phase A.2, qui est en fait le cœur de mon TP, hein, c'est-à-dire que ok, c'est très bien, je suis très content, j'ai décidé que j'allais utiliser un neurone, maintenant mon neurone il est pas du tout entraîné pour l'instant, donc le but du jeu c'est quoi? C'est de l'entraîner. Alors pour faire ça, je vais passer par plusieurs petites astuces, on va prendre le temps de les découvrir ensemble, mais dans l'idée, on va mettre en place une fonction qui s'appelle apprentissage, d'accord? Alors là, je vous ai demandé de l'appeler apprentissage eb pour vous rappeler qu'on utilise la règle de eb. Ça prend en paramètre quoi? Ça prend en paramètre un dictionnaire, ça prend en paramètre un nombre d'itérations, ça prend en paramètre un booléen. Bon, je m'exécute, on me donne exactement les choses. Et puis, cette fonction, on garde dans un coin de la tête qu'elle renverra le vecteur W des poids du neurone. Voilà. Ok, donc objectif de la fonction, maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est créer ce vecteur W, hein, je vais faire ça, pour que à la fin de la fonction, je renvoie effectivement mon vecteur W. On garde ça juste dans un coin de notre tête et on va compléter les choses tranquillement. Étape 1, mettez en place le squelette, je viens de le faire. Étape 2, générez aléatoirement un vecteur W regroupant l'ensemble des paramètres du neurone et dont la taille sera fonction du dictionnaire fourni en entrée. Ok. Donc, qu'est-ce que je viens de me dire? Je viens de me dire que on veut créer un vecteur aléatoire de W. Ok.
Je vous rappelle, la fonction rand, elle crée un vecteur de valeur entre 0 et 1, et il me reste simplement à lui préciser la taille de mon vecteur. Euh, on a dit juste avant qu'on avait 4 paramètres à régler. Donc je veux vouloir créer un vecteur. Alors je vais le faire sous la forme d'un vecteur ligne, tout simplement parce que de manière générale en réseau de neurones, on manipule les vecteurs les matrices de poids sous la forme de vecteurs ligne. Si vous voulez faire un vecteur colonne, il n'y a aucun problème, ça change pas grand chose. Ok, donc je me crée mon vecteur rand sous la forme d'un vecteur ligne de une ligne 4 colonnes. Je vous rappelle, les 4 colonnes étant les 3 poids WA, WB, WC, plus le biais. Ok. Euh, bon, on me dit en fonction du dictionnaire fourni en entrée, donc en fait là ici il faudrait pas mettre 4, il faudrait mettre des.shape de 1. D'accord. Pourquoi? Parce que je vais aller choper le nombre de colonnes de mon dictionnaire D. Voilà, on est content. Question suivante, dans une boucle de itération, donc for range de iter, sélectionnez aléatoirement une ligne du dictionnaire D. Donc pour sélectionner aléatoirement une ligne, je vais utiliser la fonction randint. Et puis ben, je vais faire je vais aller choper une ligne aléatoirement parmi toutes les lignes de D donc c'est-à-dire si j'ai 8 lignes entre 0 et 7. Hein. Calculer, alors là il y a une petite étape intermédiaire, calculer la sortie YI du neurone en fonction des poids courants et des entrées XI de la ligne sélectionnée. Ok, 3 rappels. La somme pondérée d'un ensemble de termes n'est rien d'autre que la multiplication de deux vecteurs, donc ça effectivement on va s'en servir. La fonction d'activation c'est la EVSITE, on va évidemment s'en servir aussi. Et le vecteur d'entrée c'est les 3 premières valeurs de la ligne et une entrée virtuelle égale à 1. Alors là ça nécessite peut-être un tout petit peu d'explication, donc allons-y. Hop là. Donc on va garder ce petit schéma là qui est tout à fait correct et puis on va simplement le compléter ou plutôt l'ajuster en trichant un tout petit peu. Alors ce que je dis tricher, c'est que je vais prendre celui-là, le petit b qui est là, et je vais aller l'injecter ici. D'accord? C'est-à-dire que je vais considérer qu'en fait, j'ai une quatrième entrée virtuelle associée au biais, et cette entrée elle est égale à 1. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que en fait, je me retrouve maintenant avec la possibilité d'avoir ces quatre valeurs-là qui sont regroupées puisqu'elles sont au même endroit, ces quatre valeurs-là qui sont regroupées puisqu'elles sont au même endroit, et il se trouve que ma somme, c'est rien d'autre que, donc ça je vais l'appeler x, c'est mon vecteur d'entrée, ça je vais l'appeler w, ben, c'est rien d'autre que w, je vous rappelle que je l'ai construit sous la forme d'un vecteur ligne, que je multiplie par x, que je vais décrire sous la forme d'un vecteur colonne. D'accord? Et ça, c'est rien d'autre qu'un produit vectoriel. Donc ici, je dégage ce B là qui est là, je mets 0 à la place, je le ramène à l'entrée de ma somme, et je me retrouve avec A fois WA plus B fois WB plus C fois WC plus B, qui n'est rien d'autre que ce produit scalaire, produit vectoriel. Ok, alors voyons voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à étape 1, il faut que je construise X. D'accord? Donc pour construire X, je vais piocher les trois premières valeurs de mon dictionnaire, de ma ligne de mon dictionnaire, donc c'est ABC. Je vais lui rajouter le 1 qui est ici. D'accord? Donc autrement dit, mon X, c'est quoi? C'est ligne de les trois premières valeurs de mon dictionnaire, donc de la ligne. Alors attendez, là par contre j'ai fait une bêtise. Ce que je veux, c'est la ligne, c'est pas le numéro de la ligne. Hop. Donc je vais prendre les trois premières valeurs de ma ligne, que je vais concaténer avec un 1. Donc pour concaténer, je vais utiliser NumPy. Je vais lui prendre comme ça. Voilà. Mon YD, bah, c'est rien d'autre que le dernier élément de ma ligne. Hein. Alors, je peux aussi faire ça comme ça. Bon, comme ça, si jamais un jour je change, il n'y aura pas de conséquence si j'ajoute des entrées. Donc j'ai construit mon X, j'ai construit ma sortie désirée, il me reste à construire la sortie calculée de mon réseau. Donc je vais créer une variable intermédiaire qui est ma somme, et je vous ai dit que ma somme c'est rien d'autre que le produit, je vais l'écrire comme ça, de W par X, et ma sortie c'est est-ce que cette somme est supérieure ou égale à 0 en fonction de Vset.
Il me reste ensuite à appliquer la règle de Hebb. Donc là, la règle de Hebb, elle est bête et méchante, elle vous est donnée, hein. C'est l'ancienne valeur de W plus alpha fois la sortie désirée moins la sortie calculée multiplié par mon vecteur d'entrée. Il faut que je définisse alpha. Donc on vous dit dans l'énoncé de le mettre égal à 1. Et je pense qu'on commence à être pas mal. Je réfléchis. On va faire un test pour voir si j'ai fait des bêtises. Donc là, je vais simplement appeler ma fonction en lui donnant mon dictionnaire. On va mettre, je sais plus combien c'est. Donc je vais mettre sans itération. Et puis pour l'instant, j'ai pas d'affichage, donc je vais mettre faute. Et je vais regarder. Est-ce que j'arrive à récupérer un vecteur de poids qui correspond à ce que je veux? D'accord, ça je vous encourage à le faire quand vous faites des développements. C'est de temps en temps, vous exécutez, puis vous regardez si vous obtenez des choses. Ok, donc là, il me dit, grosse erreur, int is not callable. Alors, ouais, j'ai oublié un petit fois ici. Tac, c'est reparti. Ok, alors, plusieurs bonnes nouvelles. Un, il n'y a pas d'erreur, et puis deux, le W que j'obtiens en sortie, c'est un W avec 4 valeurs. D'accord, et ça tombe bien puisque j'avais dit que j'avais WA ici, WB ici, WC ici, et puis mon biais ici. Donc là, bah, j'ai mes 4 valeurs qui correspondent à mon neurone entraîné. On ne dit pas que c'est bien entraîné, mais en tout cas, il se passe un truc. Je vais donc rajouter le petit bout de code lié à l'affichage. Donc là, pareil, hein, je vais pas me compliquer le cerveau. On me donne un bout de code, je vais l'écrire. Donc, alors là, c'est pas boule. Hein. Si je mets boule, ça va pas bien se passer. On me dit de l'appeler affiche. Donc si jamais mon affiche il est égal à true, je vais faire un np range. Hop. Je recopie, je suis désolé, je parle pas en même temps, mais là il n'y a pas grand intérêt. Je ne fais que recopier des lignes de code. Alors celle que je suis en train de recopier, elle est peut-être un petit peu plus intéressante, mais je crois que c'est la question d'après, donc je vais l'expliquer juste après. Hop. Ok. Presque. Hop là. Alors, on est content. J'exécute ce bout de code là, ça s'exécute et je regarde ma figure. Est-ce que c'est tracé? Alors, il n'y a rien qui s'est tracé. Tac. Donc j'ai une erreur quelque part. Ah non, c'est pas une erreur, simplement que j'avais mis à false mon booléen. Je vais le passer à true et je recommence. Ok, alors, bonne nouvelle, hein, tout va bien. Si vous regardez bien, donc là j'ai fait un affichage à la après entraînement et vous constatez que le plan que j'ai, il est bien, il sépare bien les rouges des verts. Je vais fermer et réexécuter et je constate bien que mon plan, il a l'air, alors là il faudrait zoomer. Mince. Est-ce que je peux dézoomer? Qui m'intéresse. Ah, vous voyez, là c'est pas bon. Donc là, il s'est pas entraîné. D'accord? Le premier, il était entraîné, le deuxième, le vert est du même côté que les rouges, donc là, ça c'est pas bon. Alors l'explication, elle est très simple. Hein. L'explication, elle est que mon nombre d'itérations, il est trop petit. D'autant plus que, vous voyez, on me demande de mettre 500 là dans l'énoncé, je dois mettre 500. Donc si je mets 500, je refais. J'ai bien normalement, quelle que soit l'exécution, donc là j'en ai un, c'est bien séparé, je refais, c'est bien séparé, en plus vous voyez que c'est pas le même. Alors là, à la différence de tout à l'heure, si je zoome, le vert devrait être au-dessus. C'est pas facile à voir. Ah, ah non. Hop, hop. Il est où mon verre? Il est où mon verre? Je sais pas où il est. Alors là. Et normalement, ouais, on voit bien. On voit bien qu'il est au-dessus. D'accord? Donc l'entraînement est bon là. Hop, hop. Tout va bien. Ok. Et puis ce que je vais faire pour bien visualiser les choses, c'est que je vais mettre un deuxième affichage avant entraînement. Donc à cet endroit-là. Regardez ce qui se passe. Alors, ok. On a le plan orange qui est après entraînement, qui sépare bien les deux, le plan bleu qui est en fait celui de l'initialisation, et vous voyez que celui à l'état initial, il n'y avait aucun entraînement. Ok, donc là il y a plusieurs choses à visualiser. Un,
mon réseau apprend. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je dis qu'il apprend? Parce qu'il a été capable, tout seul, sans que je lui dise rien, de placer un plan entre le vert et le rouge. D'accord? Les plans que vous visualisez sont la matérialisation des paramètres qui régissent mon neurone. En bleu, il était nul, normal, c'était aléatoire. En orange, il est au bon endroit. Euh, et puis en plus de ça, j'ai un nombre d'itérations qui est satisfaisant puisqu'il a l'air de toujours converger au bout de 500 itérations. Alors il nous reste à regarder simplement cette histoire d'équation là. Alors je vais l'écrire. Je vous demande de m'expliquer à quoi correspond ce truc là. Je la réécris. Je vais pas écrire mesh x, je vais directement écrire x. Hop. Ok, donc pour expliquer ce truc-là, je vais retravailler cette équation, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout ce qui est à gauche du égal, enfin tout ce qui est à droite du égal, je vais le passer à gauche. Et alors vous le ferez tranquillement chez vous, mais si je passe tout le monde à gauche, je vais me retrouver avec ça. Je vais me retrouver avec W0x plus WY plus W2Z plus W3. D'accord? Et ce truc-là, c'est rien d'autre que AX plus BY plus CZ plus D, alors pardon, j'ai pas fini d'écrire ici, égale à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est l'équation d'un plan. AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, c'est l'équation d'un plan. Et ça tombe bien, puisque ce qu'on a sous les yeux... Ah, je l'ai fermé. Bon, quand j'ai exécuté, vous aviez un plan. Et en fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'en exécutant en entraînant votre réseau, vous déplacez la position d'un plan. D'accord? Et pas n'importe quel plan, le plan qui est d'équation celle-ci. Euh, et en fait, ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'un neurone, c'est une somme. D'accord? Suivi d'une fonction d'activation. Cette fonction d'activation faisant la décision de est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis supérieur ou inférieur à 0. Ok, ça, il faut vraiment que vous le gardiez dans un coin de votre tête. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai ça en tête, je vous rappelle l'équation de ma somme. Ma somme, c'était A fois WA plus B fois WB plus C fois WC égale, pardon, plus le biais égale à 0, supérieur ou égal à 0. D'accord? Ben, ce que vous avez écrit en vert, c'est rien d'autre que ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'en fait, en considérant W de 0 comme étant WA, W1 comme étant WB, W2 égale WC et W3 égale B, mais vous êtes en train de dessiner le plan qui correspond à la frontière de décision de votre neurone. D'accord? Et c'est rien d'autre que ça qu'on fait. C'est-à-dire que quand je réexécute, je vais le faire une fois là, quand je réexécute ce bout de code, les deux plans que vous avez sont les deux frontières de décision avant et après apprentissage. D'accord? Avec les différentes valeurs de W correspondant aux paramètres de votre neurone. Tac, tac, tac. J'en arrive à la question 6. Entraînez maintenant le même neurone avec le dictionnaire dicomystère.csv. Donc, je vous avais filé un dictionnaire. Donc, ça, je vais l'écraser. D'accord? Ça m'intéresse plus, la table du est logique. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de charger le fichier dicomystère.csv. Et puis, je vais mettre que le délimitateur, c'est une virgule. Parce qu'à l'intérieur du fichier, c'est le cas. C'est dans NumPy. Hop. Voilà. Donc ça s'est exécuté. Voilà. Et voilà ce que j'ai sous les yeux. Alors, même principe, hein, j'ai des points rouges et des points verts. Si vous regardez bien, je peux tracer, alors c'est très subtil, mais je peux tracer un trait entre les rouges et les verts. C'est fait exprès, d'accord. Ça veut dire qu'un neurone est suffisant. Très bien. J'ai fait mon entraînement. J'ai rien changé au code, hein. C'est le même code puisque j'ai toujours 3 entrées. Donc j'ai pas besoin de plus. Je me bats un petit peu. Hop. Et si on regarde bien ce qui se passe ici, vous avez en bleu le avant. Donc comme tout à l'heure, le avant, il est nul. Hein, c'est logique, il n'est pas du tout entraîné, il sépare pas du tout les rouges des verts. Par contre, cette fois, le après, donc après entraînement, si vous regardez bien, bah, il sépare pas totalement non plus les rouges des verts.
D'accord? Quand je vous demande juste d'expliquer le problème, c'est que je suis pas entraîné. Ma séparation, elle est pas correcte. Et on va maintenant jouer à la question suivante avec les valeurs de alpha et de iter. Alors, en gros, le problème, il est très simple. Soit je me suis pas entraîné assez longtemps, soit je bouge pas assez quand je m'entraîne. Et je vous rappelle, le paramètre alpha, c'est à quelle vitesse je déplace mon plan lorsque je le déplace, d'accord? Tandis que le nombre d'itérations, c'est combien de fois je vais déplacer mon plan si j'en ai besoin. On va rajouter un 0, donc on va faire 5000 itérations, d'accord? Alors pourquoi 5000? Si vous regardez bien, ma matrice D, elle contient 1000 lignes, ça veut dire que j'ai 1000 points là dans ma représentation, j'ai 1000 points rouges et verts. 5000 points, je me dis que ça veut dire que je vais voir chaque point 5 fois, on devrait pas être trop mal. Donc je vais réexécuter comme ça, j'ai pas encore touché à la valeur de alpha, et on constate que on est... Alors, je suis sur la bonne figure là? J'étais pas sur la bonne figure. D'accord? Là, vous êtes mieux, c'est pas si mal, mais on n'est peut-être pas encore tout à fait bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 0 de plus, et puis tant qu'à faire, je vais réduire la valeur de alpha. Alors, pourquoi je fais ça? Réduire la valeur de alpha, ça veut dire que je vais faire des mouvements plus subtils. Donc, la logique voudrait que je converge vers une zone pas trop mal. Et plus d'itération, bah, c'est simplement plus d'itération. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Je sais même pas quelle figure je regarde. Je vais tout fermer, je vais recommencer. Bon, en fait, la moralité de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il faut bien choisir, alors je sais pas la bonne réponse, hein, mais il faut bien choisir la valeur de alpha, parce que si vous bougez trop, vous allez mal vous entraîner, si vous bougez pas assez, vous allez mal vous entraîner. Et il faut également bien choisir le nombre d'itérations, parce que si vous en mettez pas assez, vous n'aurez pas fini de converger, et si vous en mettez trop, vous allez consommer de l'énergie inutilement. Entraîner plusieurs fois le neurone avec le même dictionnaire, que constatez-vous? Est-ce normal? Est-ce voulu? Alors logiquement, ce que vous devriez constater, c'est qu'à chaque exécution, le plan résultat est différent. C'est totalement normal, c'est totalement voulu. Mais ça a une conséquence. C'est-à-dire qu'au niveau, vu que c'est votre frontière de décision, ce plan, eh bien, si à chaque fois il est différent, ça veut dire qu'à chaque fois, votre neurone va vous donner un résultat différent si vous vous placez à peu près au niveau de la frontière. D'accord? Ça a une conséquence significative, puisque lorsque je vais mettre un point, par exemple au niveau de ma souris là, et ben à deux exécutions différentes, un coup il va vous dire que c'est vert, un coup il va vous dire que c'est noir. Ok. Point de chute du TP, donc là c'est le moment qui est normalement très très important, c'est que là vous êtes très content, vous avez un modèle entraîné, d'accord? À partir du moment où vous avez un modèle entraîné, ça, le W qui est là, c'est la quintessence de votre travail. Donc dans l'idée, vous le sauvegardez. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement pas le supprimer puisqu'il est dans mon explorateur de variables, hein. Là aujourd'hui dans ma console Python, W est créé, donc j'ai pas besoin de le sauvegarder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une fonction classifiée. Alors cette fonction, elle est très simple, elle prend en paramètre ma matrice de poids, elle prend en paramètre une entrée, et elle me donne en paramètre la sortie de mon neurone, d'accord, qui en l'occurrence est un booléen. Comment elle fonctionne cette fonction? Elle va tout simplement traverser le neurone, donc on va faire la somme pondérée suivie de la fonction d'activation, d'accord, donc je vais faire un truc de ce style-là. Hop, d'accord, et puis, je vais le retourner. Donc en fait, c'est ma boîte noire. Cette fonction-là, c'est la quintessence du truc. Alors j'ai juste une petite vigilance à faire. C'est que mon vecteur x, il va contenir trois valeurs, alors que j'ai mon... D'accord, ici, je lui avais rajouté un 1 virtuel. Bah, il faut que je fasse exactement la même chose ici. Hop. Et si tout va bien, je vais simplement classifier... je sais pas, bon, on va prendre... on va exécuter un coup... Alors, je vais le réexécuter une dernière fois, mais c'est juste pour voir les valeurs que je veux lui donner. Là, on va tester un côté rouge, un côté vert. Alors, côté rouge, on est... Et si je prends ce point-là... Alors, attendez, je vais zoomer. Se mettre là. Prendre un point ici, par exemple. Ce point-là, il va être en 0,05, 0,25, et puis je vais mettre 0. Donc, 0, j'ai oublié ce que j'ai dit. Donc, on va lui mettre W, déjà. Et puis, on va lui donner... je sais plus, je crois que j'ai 0,05, 0,25 et puis 0. Alors là, normalement, je voudrais qu'ils me disent rouge.
c'est-à-dire faux. D'accord? Donc on va afficher ce qu'il nous dit. Et on va exécuter. Cette fois, faites attention à ce que je fais. Je ne réexécute pas l'entraînement, je n'exécute que la partie classifiée. Il me dit faux, c'est-à-dire que là il me dit rouge. D'accord? Et maintenant, si je prends ce point-là, donc on va aller chercher 0,3, 0,5 et puis 0. Là, je veux que ce soit un point vert, donc ce que j'aimerais, c'est qu'il me dise vert. Et il me dit vert. D'accord? Donc, prenez juste du recul sur ce que je viens de vous montrer. Je viens de vous montrer que lorsque je donne une coordonnée aléatoire dans la partie rouge, il me dit rouge. Lorsque je prends une coordonnée aléatoire dans la partie vert, il me dit vert. Et je peux changer, hein, c'est-à-dire que là, normalement, si je fais 0,25, il devrait me redire vert. D'accord? Il me redit bien vert. Alors quand je dis il me dit vert, c'est il me dit vrai. D'accord? Vous vous rappelez sur la toute première image du dictionnaire, du et logique, les points rouges c'était les noms et les points verts c'était les noms. On me dit maintenant de tester avec 0,25, 0,25 et 0,5. Et là, normalement, vous devriez déjà savoir ce qui va s'afficher. Et la réponse c'est j'en ai aucune idée. D'accord? Donc pour vous montrer que j'en ai aucune idée, c'est que là, il m'affiche vrai. Je vais réexécuter mon apprentissage. Hop. Je vais réexécuter ce bout de code là. Et maintenant, il me dit false. Je vais réexécuter mon apprentissage. Je vais réexécuter ce bout de code là. Et maintenant, il me dit encore false. D'accord? La première fois, il m'a dit vrai. J'ai réexécuté 2 fois l'apprentissage, donc j'ai défini 2 nouveaux plans de frontières de décision. Et sur les 3 que j'ai définis, la première fois il m'a dit vrai, les 2 autres fois il m'a dit false. C'est normal, puisque ce point-là il est choisi pour être tout pile poil au niveau de la frontière de décision. Donc pour peu que le plan soit un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite, bah, je me retrouve avec ça. Et c'est la fin de ce TP.